Et un demi-siècle d'histoire entremêlée entre pouvoir politique et sportif, entrepreneurs et médias. Beaucoup d'anecdotes aussi dans ce livre, 50 ans dans les secrets du PSG aux éditions L'Archipel. Arnaud Herman, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes le co-auteur. Oui. Vous êtes grand reporter au quotidien français L'Équipe. Vous écrivez en préambule: il y a quelque chose d'irrationnel avec le PSG, adoré ou détesté, vanté ou moqué, encensé ou critiqué. Vous direz que le PSG, pour le bien et pour le mal, c'est un club à part? Ah, complètement Pourquoi à part. Parce qu'il a une qualité que n'ont pas forcément les autres clubs, c'est qu'il est capable à tout moment de générer lui-même son actualité. C'est-à-dire que vous mettez de côté tous les suiveurs ou tout ce qui peut exister autour, les adversaires, tout ce qui peut se passer vraiment à côté du club, en interne même, pour diverses raisons. C'est un peu son ADN, il se passe toujours quelque chose. C'est un peu Dallas. Sur les terrains aussi, alors Sur les terrains, c'est bien peut-être sûr. moins Dallas sur les terrains, Voilà, vous me direz. mais surtout en interne. Il y a une semaine, le PSG espérait écrire une page de son histoire en remportant son premier titre en Ligue des Champions, qui manque cruellement à son palmarès. Match perdu 1-0 face au Bayern Munich. Une semaine plus tard, comment vous l'analysez, ce match ? Bon, on va dire que l'expérience est très positive, puisque c'était, comme vous l'avez dit, la première fois que le club atteignait ce stade de la compétition, la finale. Il a perdu contre un très bon adversaire, le Bayern Munich, qui fait partie des très grands clubs européens. Le PSG veut rivaliser avec tous ces ténors européens. Donc là, il a construit son expérience. Sur le match, il y avait sûrement peut-être quelque chose de mieux à faire, notamment en première période. Mais après, on va dire que la logique a été respectée. Mais au-delà de la déception, je pense que c'est bénéfique pour le club ce qui s'est passé. On dit aussi que peut-être il y a un manque de cohésion dans cette équipe. C'est un reproche qui revient souvent. Là, on évoque une possible arrivée de Lionel Messi au PSG. Est-ce que ça pourrait se faire ? Moi, j'y crois pas trop, pour des raisons économiques, parce qu'on parle d'un salaire supérieur à 50 millions d'euros annuels. Alors avec les charges en France, le PSG a déjà une masse salariale de plus de 300 millions. Moi, j'y crois pas trop. Mais la cohésion, pour le coup, parfois, il y a eu des problèmes. Cette saison, elle était plutôt très positive. On a senti c'est parce qu'il y que avait... disait votre co-auteur, qui disait qu'il y a eu une espèce de... Ils ont affiché une façade... Ouais, je pense qu'il y avait quand même... Les joueurs, il y avait une bonne ambiance quand même cette saison au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain. Alors, votre livre est truffé d'anecdotes, parfois croustillantes, sur ce demi-siècle d'existence. Laquelle vous paraît le mieux résumer le PSG ? Ah, c'est difficile, parce qu'il y en a à peu près une cinquantaine. La plus emblématique, peut-être. La plus emblématique, je sais pas trop, c'est difficile, c'est une question vraiment piège. Après, on a voulu nous vraiment passer les 50 ans en revue, donc il y aura des choses très très légères, notamment sur les premières années, et après il y a des choses beaucoup plus sensibles, ou en tous les cas plus actuelles, avec Verratti, avec Mbappé. Donc ma préférée... c'est difficile à dire. Moi, j'aime bien celle de Georges Weah, qui est président du Libéria aujourd'hui, ancien Ballon d'Or en 1995. Et je raconte une anecdote dans le livre avec Damien, mon collègue, où le PSG, à l'époque de Michel Denisot de Canal+, se voyait offrir pour les grandes occasions, en cas de succès, des bouteilles de Pétrus. Et Georges Weah n'en buvait pas. Et un jour, certains collègues aimaient bien en récupérer, notamment Daniel Bravo. Et donc il va voir Georges Weah, Daniel Bravo, et il lui dit ouais, tu veux pas me donner ta bouteille de Pétrus, mais tu me donnes un papier quand même pour qu'on officialise les choses, parce que c'était déjà des bouteilles qui valaient beaucoup d'argent à l'époque. Et en fait, Weah lui a donné la bouteille et il a mis sur la bouteille, pour Daniel, signé Mister George. Vous voyez, en guise. Et je trouve que cette anecdote, à la fois... Elle raconte les excès aussi. Oui, les excès, mais pas. Là, c'est plutôt très positif. Mais c'est surtout que ça vous montre un peu ce que peut représenter une bouteille de Pétrus pour un joueur issu, on va dire, un Français, un joueur africain du Libéria comme Georges Weah, qui n'était pas du tout dans ce mode-là. Et on s'aperçoit finalement que c'est tout ça qui unit. En fait, ils sont unis de tous ces gens d'horizons très très différents, autour du ballon, autour d'un maillot, autour d'une équipe. Et je trouve que ça donne des petites scénettes, des petites anecdotes très sympathiques. Là, vous parlez de Georges Weah, c'est le joueur emblématique de cette équipe. Vous retenez qui ? Moi, mon joueur préféré, c'était Ricardo Gomes, qui était un défenseur central brésilien. Mais Georges Weah, effectivement, c'est un des joueurs emblématiques du Paris Saint-Germain lors de ses 50 ans, parce que c'est le seul, Georges Weah, qui a obtenu un ballon d'or en étant au PSG, au moins. Voilà, donc rien que pour ça. Et puis aujourd'hui, il a une trajectoire qui est hors norme, puisque trouver un joueur qui aujourd'hui est président de son pays, président de la République de son pays, c'est quand même pas banal. Donc oui, Georges Weah, bien évidemment. Après, il y en a eu d'autres, notamment plus récemment, mais évidemment, c'est un joueur emblématique. Alors, on va s'intéresser au lien entre le PSG et l'Afrique. Georges Weah, mais vous allez voir qu'ils sont multiples par ailleurs, comme nous l'explique Maïva de Froyenne.
Ici, c'est Paris, même à Abidjan. Pour ses supporters bien loin de la capitale française, la ferveur est bien présente. C'était en 2016. Le Paris Saint-Germain dispute les quarts de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Ses supporters de la première heure n'ont depuis manqué aucun match, parfois depuis des années. Je suis attaché à Paris. Avant le Mondial 90, j'ai regardé Paris, j'ai regardé quelques matchs de Paris. J'ai eu un amour pour Paris, mais ça ne s'explique pas en fait. Le club parisien a d'ailleurs recruté des joueurs ivoiriens emblématiques. Bonaventure Kalou en 2005 ou encore le tout aussi prometteur que controversé Serge Aurier en 2014. Comme eux, de nombreuses stars du ballon rond africain ont pu s'illustrer en rouge et bleu. En 1973, le premier but inscrit par le PSG au Parc des Princes est signé du Togolais Otniel Dosevi. L'Algérien Mustapha Daleb, recruté en 1974, est l'un des meilleurs buteurs du club. Georges Weah, l'actuel président du Libéria, fut un joueur emblématique du PSG. C'est Weah qui a jailli pour donner l'avantage aux champions de France. Et Ballon d'Or en 1995. Ou encore le Sénégalais Idrissa Gueye, l'actuel milieu de terrain du club recruté en 2019. Comment vous vivez cet engouement autour de vous, notamment depuis le PSG Real? Normal pour moi et voilà, j'essaie toujours de garder la tête sur les épaules et de continuer de travailler. C'est ce que j'ai su faire jusque-là et voilà, j'essaie d'aider l'équipe avec mes moyens, d'apporter mon expérience, mon savoir-faire et après voilà, ça marche bien pour l'équipe et ça marche bien pour le club. Donc on est content, on espère que ça va continuer comme ça. Mais les liens entre le club parisien et l'Afrique dépassent le sport. En décembre 2019, le PSG passe un partenariat de 3 ans avec le Rwanda. Un contrat au montant inconnu qui engage le club à promouvoir le tourisme dans ce pays d'Afrique de l'Est. Arnaud Herman, une réaction? C'est parfaitement résumé, en fait. De toute façon, un peu dans le football français, en général, les joueurs africains sont des éléments très importants des succès des clubs ou des réussites. Et également, tout dans les centres de formation, il y a beaucoup de jeunes dont les parents, pour certains, sont issus du continent africain. Et après, vous l'avez très bien montré dans le reportage, beaucoup de très grands joueurs du Paris Saint-Germain sont venus ou étaient des Africains. Et on oublie parce qu'il n'y avait pas le pouvoir de la télé, il n'y avait pas le pouvoir médiatique, mais un garçon comme Mustapha Daleb, l'Algérien, c'était un des plus grands joueurs de sa génération. Alors effectivement, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on a un peu tendance à minimiser peut-être sa place, mais dans l'histoire du club, c'est effectivement un joueur qui a une place très importante. Les réseaux sociaux, mais peut-être un pouvoir de frappe un peu moins fort. On va en parler avec un autre grand passionné de foot, Pascal Beniface. Bonsoir, vous êtes fondateur et directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques et inventeur de la géopolitique du sport en France. Merci d'être avec nous. Quand le Qatar investit dans le PSG, mais aussi dans le Barça, est-ce que c'est un parfait exemple de soft power, de diplomatie d'influence? Oui, complètement. Qui, avant 2010, avant que le Qatar n'achète le PSG, connaissait le Qatar? Bon, on peut dire les spécialistes du Golfe et aussi les gens qui travaillaient sur le pétrole. Et tout d'un coup, le Qatar est devenu très connu dans la France entière et dans le monde entier, surtout après l'obtention de la Coupe du Monde. Donc effectivement, pour le Qatar, le fait d'investir sur le sport, dans le PSG, qui n'était pas très cher en plus à l'époque, et en plus qui a l'avantage d'avoir la Tour Eiffel, donc qui est connue dans le monde entier, c'était un investissement pour que le Qatar soit sur la carte du monde et que tout le monde puisse situer le Qatar. Donc c'est effectivement une façon de rayonner par le sport, d'acheter un peu une image par le sport. Alors il y a la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Jusqu'où peut aller la stratégie du pays dans cette influence du sport? Alors le Qatar est candidat pour les Jeux Olympiques. Je crois que ça sera plutôt compliqué pour qu'ils puissent les obtenir. Mais ils ont organisé des compétitions cyclistes, de tennis. Et donc en fait, les Qataris, comme d'autres, d'ailleurs ce n'est pas la seule nation qui le pense que le sport est fédérateur, que le sport envoie une image apaisée, que c'est une image positive et que tout le monde se reconnaît dans le sport. Les vedettes sportives sont connues de façon positive dans le monde entier. Mbappé est certainement aussi connu qu'Emmanuel Macron dans le reste du monde. Et donc quand vous avez des gens comme Neymar ou Mbappé dans votre équipe, eh bien forcément vous êtes connu dans le monde entier, ça rayonne partout et c'est une façon effectivement de vendre une image, d'être connu. Le Qatar est un très petit pays avec peu d'habitants, une richesse.
Et personne vraiment ne connaissait ce pays auparavant. Maintenant, tout le monde sait que le Qatar existe. Une question d'un mot pour terminer avec vous, une question un petit peu plus personnelle. Le PSG, ça représente quoi pour vous? C'est le club de ma ville, donc forcément j'y suis attaché. Et puis, je veux dire que les efforts qui ont été faits pour un peu faire que les problèmes de racisme qui étaient très forts, et je pense que dans leurs livres, les auteurs en parlent, ont été bien combattus, et tant mieux, parce qu'il fut un temps où il était impossible pour les jeunes de l'université d'aller au stade sans prendre de risques. Et donc, des efforts ont été faits par les dirigeants pour arrêter cela. Et donc là, maintenant, on a non seulement un club performant, mais aussi un club où on peut venir voir un match en famille. Et ça, c'est une très bonne chose. Merci Pascal Boniface, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Le PSG est aujourd'hui sous pavillon qatari, mais on sent qu'il y a quand même une nostalgie des décennies précédentes. Est-ce que vous diriez que c'est devenu le club de l'argent au détriment du peuple, des supporters? Non, c'est l'évolution du football qui est ainsi. Alors le Paris Saint-Germain, effectivement, avec un actionnaire surpuissant et qui a déversé des millions et des centaines de millions d'euros, peut-être est le cas suprême de cette évolution du football avec ce côté un peu foot business. Du point de vue du supporter, il faut quand même dans les 500 € pour une saison, pour suivre la saison dans un virage. En virage, on est autour, je pense qu'on est plutôt autour des 300 € pour les moi, les sur le supporters site, j'ai vu ultra. plutôt pour cette saison 500 €, ce qui est quand même un budget. Je pense que c'est un budget, mais est-ce que finalement c'est plus cher qu'un abonnement dans un théâtre ou un abonnement à l'année pour des spectacles? On est dans une entreprise de spectacle. Alors après, effectivement, on peut toujours dire que c'est cher, que les joueurs sont trop payés. Bon, ça sera, on va dire, des débats éternels, mais non, je pense que le prix de l'abonnement peut être quand même... ça reste un sport populaire, le football, donc vous êtes obligé, même si vous voudriez un club, le Paris Saint-Germain ou un autre, essayer d'avoir une base de supporters ou de fans simplement élitistes ou des gens qui n'auraient qu'un portefeuille garni, ce n'est pas possible. Le football, c'est un sport populaire, ça restera un sport populaire. Donc vous êtes obligé, même si peut-être ça a été réduit un peu, de vous tourner vers la base, vers les gens qui ne veulent pas forcément acheter 15 maillots par an, mais qui veulent venir voir des matchs à des prix encore abordables. Alors, quand Canal+ reprend le club en 1991, le stade se trouve à la confluence de tous les pouvoirs, médiatiques comme politiques. Est-ce que vous diriez que le Parc des Princes, encore aujourd'hui, est un lieu d'influence? Ah oui, plus que jamais. Comment? C'est on va dire, alors, dans le Parc des Princes, vous avez les tribunes, mais vous avez ce qu'on appelle le carré VIP, qui, comme son nom l'indique, est réservé aux gens, aux VIP, aux gens qui comptent. Et moi qui suis quand même quelqu'un qui suit le Paris Saint-Germain depuis 2002-2003, je peux vous dire que lorsqu'il y a une élection à Paris, une élection un peu plus nationale, je peux vous dire que les candidats se massent dans la tribune VIP du Parc des Princes pour se faire voir, pour être présents, notamment lors de la dernière, peut-être pas la dernière campagne municipale à Paris, puisqu'il y avait déjà des problèmes un peu sanitaires, mais la précédente, c'était à chaque match, au moment du final de l'élection, les candidats se pressaient pour être de tous bords, pour être vus et être présents au parc. Et on verra si ça reprend après la crise sanitaire. Je rappelle le titre de votre livre, 50 ans dans les secrets du PSG, préface de Pauletta aux éditions L'Archipel. Arnaud Herman, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci beaucoup.